S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Hello et bienvenue pour ce 36e épisode avec Elliot Benchetrit. Depuis qu'on a tourné cette interview, Bench, comme on le surnomme, a pris la nationalité marocaine. Surprise, je lui ai demandé la raison de ce choix, qu'il justifie en jouant la Coupe Davis et les JO pour ce pays dans lequel il vit depuis quelques temps. Vous le verrez ou l'entendrez, l'esprit était bon enfant pendant cet échange, on s'est marré, et pourtant on a aussi abordé l'aspect mental autour du tennis en profondeur, puisqu'Elliot travaille avec un préparateur, expert en la matière, Jean-Philippe Vaillant, qui a tout bonnement formé son coach de tennis, l'ex-joueur professionnel Jean-Michel Pécry. D'ailleurs, pour vous donner l'envers du décor du podcast Tennis Légende, on a d'abord cherché des préparateurs mentaux, et c'est en interviewant le coach mental d'Elliot que l'idée d'avoir le joueur s'est précisée. On a enfin eu l'entraîneur, et ces deux interviews qui seront publiées un peu plus tard sont d'une grande richesse, puisqu'elles permettent de comprendre les différents angles de travail, de progression et de compréhension d'une équipe sur le circuit professionnel de tennis. Le joueur marocain donc revient pour nous sur une anecdote assez marrante mais pas facile à vivre dans sa construction de jeune joueur, celle de passer au revers à une main pour imiter Richard, son idole de l'époque, mais en perdant ensuite une grande partie de ses matchs. C'est un jeune homme que vous entendrez au micro qui a encore la fraîcheur de nous parler de ses premières participations en Grand Chelem, et ça ne s'invente pas, ces sensations encore récentes chez lui vous sont partagées et livrées sur un plateau, c'est cadeau. Et vous verrez, c'est plutôt original, Elliot, qui est passionné de voitures anciennes, s'amuse à comparer certaines autos avec les plus gros tournois du monde. Benchetrit a de grosses ambitions, celle de voir son nom à côté des Rafa, Roger ou Stan, et il en faut dans ce sport où l'ego bien placé est très important, tous les coachs que l'on a reçus nous en parlent. Avant de laisser place à l'entretien, j'ai un service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous devenez vraiment une légende dans notre cœur et nous faites grand plaisir en nous mettant un avis sur le podcast. Ça prend 5 secondes et c'est ce qui permet à la chaîne de déployer ses ailes et d'être connue par un maximum de monde. La bonne nouvelle de tout ça, c'est que ça compte et que ça a un impact parce que c'est en ayant un maximum de monde sur le podcast Tennis Légende qu'on arrive à vous dégoter des invités aussi cool. Maintenant, si vous aussi vous voulez muscler votre mental et arrêter de pousser la balle dès qu'il y a de l'enjeu, j'ai regroupé 7 secrets de préparateurs mentaux passés sur le podcast, c'est gratuit sur le premier lien en description. Place au 36e épisode avec Elliot Benchetrit, bonne découverte et bonne écoute à tous. Ton surnom Elliot, c'est Bench ? Ouais, Bench. Ok, très bien. Alors Bench, t'es né le 2 octobre 98 à Nice et réside actuellement au Maroc. Exactement. Tu mesures 1,93 pour 88 kilos, beau bébé. Tu as 2 frères et une sœur. Tu as d'ailleurs commencé le tennis en regardant l'un de tes frères jouer. Vous avez déménagé en famille à Paris dans le but de faire évoluer ta structure d'entraînement. Tu avais 10 ans, je crois, à peu près. Ton coup fort est le service. Ta surface préférée, la terre, et ton tournoi de prédilection, Wimbledon, le temple du tennis. Tu as été 33e mondial junior en parallèle. Tu as été 33e mondial junior et en parallèle, tu as gagné ton premier point ATP à 17 ans, le 21 mars 2016 précisément. Tu pourras nous raconter cet épisode tout à l'heure. Tu as remporté ton premier futur un an après en Tunisie. Tu dis que ton idole est Alex Zverev, alors avec lequel tu t'es entraîné plusieurs fois, sauf qu'il a seulement 1 an de plus que toi. C'est un peu chelou comme idole, non ? Ouais, c'est un peu spécial. Après, c'est vrai que voilà, c'est vrai que dans sa maturité et tout, il est quand même plus proche d'un joueur de 25 ans déjà. Voire plus que d'un joueur de 23 ans. Donc voilà, après c'est vrai que moi j'essaie de prendre exemple sur des gens qui sont proches, tu vois, par même Demi-Nord, il a 1 an de moins que moi, ou même Shapovalov, ou même Félix. On va dire que c'est un peu mes idoles parce que c'est des gens que j'ai côtoyés en junior et en fin de compte, ils sont à leur niveau et c'est parce qu'ils ont travaillé d'une certaine manière et c'est vrai que j'essaie de m'inspirer un peu d'eux parce que je pense que voilà, il y a du bon à tirer de chacun et c'est pour ça que c'est des idoles, on va dire, même s'ils sont plus jeunes que moi, on va dire. Ça a du sens. Invité à Roland en 2018, tu perds au premier tour contre mon fils en 4-7. Tu es sorti des qualifs à l'US en battant au passage la tête de série 1 Travaglia, mais perds aussi en 4 au premier tour contre un joueur très drôle, réputé pour avoir beaucoup d'humour. Ok, je sors. Merci, au revoir. Qualifié pour Roland 2019, tu gagnes ton premier match en Grand Chelem en sortant le Britannique Cameron Norrie, avant de tomber contre le Serbe Lajovic. Vous aviez également passé un tour en double avec ton pote Geoff Blancano en tapant Bourg Esric au premier tour. Tu es joueur de tennis pro depuis 2016
198e joueur mondial à ton meilleur en simple et en double pour le moment, mais on te souhaite évidemment d'exploser ce record. Sorti des qualifs pour la 3e fois en Grand Chelem début 2020. Tu as pris 3-7 sur Tsujita, visiblement usé. Après le Textile Gate des JO de Rio, le Corona Gate a été victime d'un Banana Gate ou complot à la banane à l'Open d'Australie 2020 lorsque tu as demandé à une ramasseuse de te l'éplucher parce que tu avais des sparadraps partout sur les doigts recouverts d'une crème spécifique pour éviter la sueur et les ampoules. L'arbitre t'a gentiment dit de le faire toi-même et les réseaux sociaux ont fait gonfler cette histoire sans grand intérêt. Bienvenue dans ce nouveau millénaire. Cette histoire t'a d'ailleurs valu un nouveau sponsor. Les rageux peuvent donc continuer de rager. Tu te décris comme bienveillant mais impatient. Et je dois confirmer, car après t'avoir annoncé qu'on avait tourné un épisode avec ton prépa mental Jean-Philippe Vaillant, t'as rien lâché pour qu'on te l'envoie en avant-première. Si le tennis n'avait pas existé, t'aurais aimé être pilote. Est-ce que on peut commencer pourquoi est-ce que tu vis au Maroc, Elliot? Pourquoi avoir choisi le Maroc? Alors c'est vrai que moi depuis en fait ça fait quelques années que mon père en fait a repris sa double nationalité parce que voilà, mon père il est né au Maroc du coup et il avait vécu là-bas pendant longtemps et c'est vrai que pendant un certain temps mon grand-père avait peur pour nous parce que voilà il voyait le Maroc comme encore un pays dangereux et ainsi de suite, donc il voulait pas qu'on ait cette nationalité là. Et en fait, à partir du moment où mon père a pris la sienne, moi j'ai trouvé logique de faire mes papiers aussi, parce que c'est vrai que c'est une galère sans fin quand on fait pas tout en même temps. Et par la même occasion, comme mon père, voilà, il s'approche bientôt de la soixantaine et que il voit plutôt son avenir à lui là-bas, on a décidé de se louer déjà un petit truc là-bas pour voir un peu si ça lui plaisait, ainsi de suite. Et du coup, j'en ai profité moi pour me mettre résident là-bas. De un parce que voilà, j'adore le pays. De deux parce que c'est vrai que en France au niveau de l'imposition c'est pas facile quand on est à mon classement et que surtout je préférais entre guillemets anticiper le fait que peut-être j'allais gagner beaucoup d'argent, que ce soit dans le tennis ou ailleurs, et pas aller dans un pays comme la Suisse ou d'autres trucs comme ça, ou le Qatar ou au dernier moment, et dire voilà, ça me fait plaisir d'aller au Maroc et d'être résident là-bas, d'y vivre un certain temps dans l'année. Donc je trouvais ça logique de mettre là-bas un peu pour plein de raisons. Et en fin de compte, je suis très content, même si bon voilà, je paye un loyer pour rien parce que je suis en France, j'ai pas pu retourner au Maroc. Mais sinon, on va dire que c'est bien et surtout je passe des bons moments quand je vais là-bas, donc on va dire que c'est le principal. C'est dans quelle ville là? Moi, je suis résident à Rabat. À Rabat, ouais. D'accord. Tu parlais de l'imposition, elle est de combien au Maroc, tu sais? En fait, au Maroc, c'est un système un peu différent qu'en France. En fait, au Maroc, tous nos gains qui ont été gagnés à l'étranger, en fait, sont pas imposables. En fait, sinon le taux d'imposition le plus haut qu'on a quand on gagne de l'argent au Maroc, c'est de 15%. En étant indépendant. Donc c'est vrai que c'est un peu différent, mais en fait la réalité c'est que ces 2 dernières années j'ai pas payé d'impôts parce que j'ai dépensé autant voire plus que ce que j'ai gagné. Donc c'était pas vraiment pour l'imposition le concept, c'était aussi pour que mon père puisse voir un truc et que comme moi j'avais un passeport du Maroc et qu'on voulait mettre une adresse là-bas, on s'est dit que ça valait le coup de faire les deux en même temps et qu'il ça pouvait avoir des avantages financiers. C'était toujours bon parce qu'à mon classement c'est vrai que des fois ça, à 5, 6, 10 000 euros près, ça vaut le coup de payer un peu moins d'impôts, quoi. Tu disais je préfère la Suisse plutôt que je préfère le Maroc plutôt que la Suisse ou le Qatar. Tu penses que Joe ou Gaël se font chier en Suisse? Non, c'est pas ça. C'est vrai que d'un point de vue même d'un point de vue entre guillemets justification pour la France et la Suisse, quand t'es entre guillemets t'as pas un autre passeport que le français, à moins que Gaël ou Joe en ait un, mais à moins quand t'as pas un autre passeport que le français, c'est vrai qu'aller être résident dans un autre pays, c'est vrai que ça demande beaucoup plus de contraintes, alors que quand t'as la double nationalité du pays, c'est beaucoup plus facile, t'as pas besoin de te justifier entre guillemets, que ce soit auprès des impôts du Maroc ou des impôts de la France. Et c'est vrai que quand on est joueur de tennis, qu'on a des millions de choses à faire, si on peut éviter de se rajouter des problèmes comme ça dans les pattes, c'est un peu plus simple, quoi, tu vois. Donc c'est surtout pour ça. Après non, je critique pas la Suisse ou le Qatar, non, c'est juste que pour moi c'était plus logique, sachant que j'avais la nationalité d'aller dans mon deuxième pays, même si j'aurais pu aller ailleurs en Suisse ou au Qatar et payer zéro. Là, si je gagne de l'argent au Maroc, je paye quand même un peu des charges, je paye plein de trucs là-bas, mais je trouve ça entre guillemets normal qu'il faut bien payer dans un pays, même les gens qui payent zéro impôt, à part les monégasques, je trouve ça entre guillemets normal de payer quand on a la nationalité d'un pays, donc voilà. Bon, maintenant qu'on a parlé oseille, caillasse, fricaille et autres millions de dollars, on va pouvoir passer au tennis. Mais en tout cas, merci de ta transparence.
millions de dirhams. Pour le moment, ouais. Donc pour revenir au démarrage, tu as commencé le tennis en regardant ton frère. Et est-ce que tu te souviens la première fois où tu as pris une raquette, ce que tu as ressenti, pourquoi tu as accroché avec ce sport? Alors la première fois que j'ai pris une raquette, je m'en rappelle pas d'un point de vue souvenir de moi-même, mais par contre c'est vrai qu'il y a des photos qui le montrent et c'est vrai que ça me fait presque y repenser assez fort. Voilà, je me rappelle, c'était au tennis club de Beaulieu et c'est vrai que je pense que le tennis club de Beaulieu a participé très très fortement au fait que j'aime le tennis et que j'ai envie voilà de devenir professionnel parce que c'est un cadre incroyable, le club est incroyable, les gens sont géniaux là-bas. Donc c'est vrai que je pense que je me suis vachement bien épanoui dans ce club. Et c'est en partie grâce à ça que j'ai à ce point-là accroché avec le tennis. Donc c'est surtout grâce à l'environnement du tennis club de Beaulieu que je retourne voir quand je suis en France. Souvent, en général, je vais les voir tous les ans pour le tournoi junior parce que j'adore voir les nouveaux jeunes qui vont sûrement sortir et ainsi de suite. Et l'ambiance est tellement bonne que c'est un super endroit, quoi. Et à 10 ans, du coup, il s'est passé quoi? Ça a été quoi le choix de monter à Paris et dans quel but précis? En fait, quand je suis passé au collège, je suis allé au Parc Impérial en fait pendant un trimestre en sport-études. Ouais. C'est où? Au Nice LTC. Ok. Voilà. Donc j'étais au collège Parc Impérial, Nice LTC à côté, ça se passait très bien, ainsi de suite. Et c'est vrai qu'en fait, j'avais fait un stage d'été chez Players en fait l'année d'avant. Et c'est vrai que j'avais beaucoup accroché. Et quand j'ai dit à mes parents que voilà, je voulais essayer d'aller un peu plus loin parce qu'au Parc Impérial, c'est vrai qu'il manquait un peu de physique, il manquait un peu des composantes que moi je voulais travailler. Et ben comme mon père avait entre guillemets aussi l'opportunité pour son travail de bosser à Paris parce que il bosse pour une société qui est basée à Paris, bah on s'est dit voilà, ça nous amène pas trop de contraintes et on peut le faire. Donc mes parents ils ont fait beaucoup d'efforts parce qu'ils vivaient 3 jours à Paris, 3 jours à Nice. Mais c'est vrai que pour moi c'était assez facile parce que voilà, j'avais ma sœur qui faisait ses études de médecine à Paris, donc elle restait avec moi. Donc en fin de compte c'était que du bonheur d'aller à Paris et surtout j'ai énormément progressé parce que voilà, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Et c'est pour ça aussi que j'ai progressé en étant jeune et en prenant tout autant du plaisir aussi, quoi. Players, c'est tenu par qui? C'était où? C'était quoi le concept? Alors, c'est tenu par Franck Lemousse. Avant, quand moi je m'entraînais, c'était au Paris Golf Country Club à Rueil. Ouais. Et maintenant, je crois que c'est aux Pyramides. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une académie avec qui j'ai toujours des très bonnes relations. Franck, il est venu me voir jouer à tous mes Roland Garros. Tous les gens de l'académie, quand ils peuvent, viennent me voir jouer à Roland. Et c'est vrai que je garde une très bonne relation avec eux, même avec les coachs de là-bas. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu une famille. Depuis que j'ai 11 ans, j'ai fait mon premier stage chez eux et je suis resté là-bas jusqu'à mes 14 ans. Donc c'est vrai que pendant 3 ans, on a vécu un truc de fou. Et c'est vrai que quand je vais à Paris et qu'il y a du tennis, bah, ils sont tout le temps là pour me soutenir. Donc c'est vrai que c'est top, quoi. Yes. Est-ce que tu peux nous faire ta progression de non classé à numéro, étape par étape? T'as pas forcément besoin d'avoir les âges, mais non classé 35 par exemple. Et puis c'est un piège ou? Ah non, tout le monde s'en souvient. À toi de jouer le jeu, à toi de faire l'effort. Alors je crois que j'ai fait non classé 35. Ah bah tu vois. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas 40 à l'époque. Voilà. Après j'ai fait 35-30. Après j'ai fait 30-15-3. 15-3. Après j'ai pris. Et c'était l'année où il y avait les intermédiaires. J'ai fait 15-3, 15-2 à l'intermédiaire, 15-1 à la fin de l'année. Tu t'envoles. Après, j'ai fait 15-1-15. Oh là, c'était inarrêtable. Voilà. Et après, là où il y a eu le plus gros tournant, c'est qu'en fait, j'ai une petite anecdote, c'est que en fait, de 15-3, donc les 2 années de 15-3 à 15, en fait, j'ai joué à une main, revers à une main. Et en fait, après, quand je suis monté 15, j'arrivais plus à gagner un match en fin d'année. Donc en fait, je suis repassé à 2 mains et j'ai fait 15-3-6, 3-6-0. D'accord. J'ai fait 2 années à 0 du coup. Et après j'ai fait 0, moins 4, moins 4, moins 30, numéro 100, donc j'étais numéro 100, donc moins 4, numéro 100, et après j'ai fait numéro 100, numéro 50, numéro 50, numéro 25, numéro 25, numéro 20 actuellement. Voilà. Et à 0, il s'est passé quoi quand t'es resté une année? Bah, c'était une année un peu intermédiaire, disons que je commençais à faire quelques tournois un peu internationaux, donc je gagnais pas trop de matchs. C'est une des rares années où en fait j'ai été blessé pendant 2 mois, donc j'ai pas joué. Et après les tournois sur la Côte d'Azur, ça s'est vachement enchaîné et je gagnais pas mal de matchs. Mais les mecs qui jouaient comme on avait dans la Côte d'Azur, on avait pas mal de joueurs qui jouaient peu et qui descendaient.
le classement, c'était pas vraiment valorisant. C'est-à-dire que tu battais un mec à -2 ou -4, il descendait -2 ou 0. Donc, c'est vrai que c'est un peu aussi pour ça. Mais en fin de compte, c'était une super année de transition parce que j'ai pu vraiment stabiliser mon classement. Et en fin de compte, l'année où j'ai fait 0, -4, j'ai fait une très bonne année. J'ai failli même monter -15. Donc, c'est vrai que c'était vachement positif en fait, de faire cette année-là à 0 parce que même si on pourrait dire oui, c'est arrêté de progresser pendant un an, non. En fait, j'ai juste pris la mesure de mon classement ou peut-être j'étais un tout petit peu trop bien classé la première année à 0, tout simplement, quoi. Et quand t'es passé à une main, tu rêvais d'envoyer des longues lignes à la Roger ou c'était quoi le... C'était Richard, mon idole. C'était Richard, mon idole. Même des fois, quand je joue pour m'amuser, je me dis, putain, mais t'as un super beau revers, on dirait Richard et tout. Et je leur dis, ouais, j'ai un beau revers, sauf qu'en match, je fais que des slices parce que j'ai peur. Voilà. Et c'est vrai que voilà, je jouais grave à une main, j'étais vraiment très, très relâché. Mais en match, comme j'étais jeune et que en plus, c'était la transition entre jeune et adulte. Ouais. Ouais, j'avais vraiment peur, j'avais le stress et j'arrivais pas à me lâcher. Donc, c'est aussi surtout pour ça, pas trop à la qualité du revers, mais à l'appréhension de se lâcher vraiment, en fait. Ça a dû être un calvaire mentalement de prendre sur soi parce que tu rétrogrades, quoi, presque. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. Après, c'est vrai que j'ai tellement progressé en slice et à ce classement-là, quand t'as un bon slice, ça marche encore jusqu'à 4-6, 3-6, ça marche bien. C'est vrai qu'en fait, c'est un peu grâce à ça que je m'en sortis, c'est en progressant en slice. Mais c'est vrai que c'était pas forcément agréable pendant les matchs parce qu'on avait toujours un stress et ainsi de suite, de se dire est-ce que je vais me sentir à l'aise pendant le match. Il y a plein de matchs où ça allait, il y a plein de matchs où c'était catastrophique, je faisais que des slices, ok, je gagnais, mais il n'y avait pas de plaisir sur le court. Donc c'est surtout pour ça que d'ailleurs je suis repassé à 2 mains et que ça m'a permis de stabiliser aussi un classement en adulte où j'ai bien progressé les 2 années qui ont suivi, quoi. Et aujourd'hui, ton slice est meilleur grâce à ça ou pas forcément? Ouais, disons que quand je fais un slice, à aucun moment, même quand je joue à un joueur à une main, genre Darcy, qui a un slice exceptionnel, à aucun moment je me dis je vais rater un slice parce qu'il a un bon slice. Tu vois, je vais dire ok, j'ai pas le même niveau de slice que lui parce qu'il a un revers à une main, mais je suis capable de tenir un Ninjago en slice, je suis capable de faire des coups d'attaque en slice, de monter en slice, ainsi de suite. Et ça, je pense que si j'avais pas autant fait de slice quand j'étais jeune, j'aurais jamais réussi à le faire aussi bien. Une courte pause pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne et de récupérer maintenant les 7 secrets de préparatoires mentaux passés sur le podcast pour jouer aussi libéré en match qu'à l'entraînement. C'est cadeau et c'est gratuit en description. Par rapport aux premiers français, aux meilleurs français jeunes, tu te situes où? Pour donner un ordre d'idée, l'année où j'étais 3-6, le numéro 1 français c'était Noé Cliff et Louis Tessa qui étaient respectivement 1-6. Et l'année où je suis monté, donc j'ai fait 3-6-0 et les deux étaient à -2. Donc voilà, j'étais pas loin, mais il y avait quelques joueurs à leur classement et moi j'étais plutôt dans la deuxième couteau, quoi, tu vois, second couteau, on va dire. T'as joué les 4 grands chelems en junior ou pas? Ouais, j'ai joué 4 grands chelems en junior avec une anecdote incroyable. Allez, balourd. Mais incroyable, c'est que j'étais dans les qualifs en Australie et comme en fait il a plu à la fin du tournoi de double de Traralgon qui est la semaine avant l'Australie. J'étais spécial exempt du double au simple d'un grade 1 à un grand chelem. C'est bon ça. Donc c'était génial, j'ai gagné mon premier tour et donc du coup je jouais les 4 grands chelems, donc c'était vraiment une expérience de dingue, surtout au classement que j'avais en début d'année, c'était un peu inespéré. J'étais 100 piles en début d'année et en fait j'ai fait l'Australie, après j'ai gagné mon premier junior au Maroc. Ouais. Et là je suis monté 33 et donc après je suis rentré à Roland avec une wildcard parce que la liste était sortie avant. Et après, oui, je suis rentré avec mes points, l'US avec mes points, donc c'était vraiment bien. C'est des tableaux de combien en Grand Chelem Junior? C'est comme en senior ou pas? Non, Grand Chelem Junior, c'est 64, je crois, de mémoire. D'accord. Ok. Ouais, c'est pour ça qu'en étant 100, tu rentrais pas. Ton meilleur résultat en junior, t'as fait qu'une année ou t'as fait les 2 années? Et quel a été ton meilleur résultat? J'ai fait qu'une année en Grand Chelem et mon meilleur résultat, c'était passer un tour. Et c'était en Australie et à Roland et en double j'ai fait mon meilleur résultat en Australie où j'ai fait demi et à l'US où j'ai fait quart. Mais c'est vrai que c'était un moment où il y avait vraiment des très très gros joueurs dans mon junior et en fin de compte déjà passer un tour et battre des joueurs 20-30 mondiaux juniors, pour moi à cette époque-là c'était vraiment des super résultats, surtout avec le stress des grands chelems. Donc je suis vraiment déjà content des résultats que j'ai eu en grand chelem au vu de la progression que les autres avaient eu avant moi, donc c'était déjà un énorme step, quoi. T'es allé sur les grands chelems avec la Fédé? Non, du tout. Moi, j'ai jamais été en fait dans aucun truc fédéral, que ce soit la Ligue, que ce soit l'INSEP ou le CNE, j'ai jamais été. Voilà, c'est vrai que ça fait peut-être 2 ans que la Fédé m'aide un peu financièrement, sinon j'ai jamais eu trop d'aide. C'est vrai que c'est beaucoup mes parents qui ont investi parce que voilà, j'avais pas trop les critères d'un joueur de la Fédé parce que quand j'étais petit, je m'énervais, mais maintenant je m'énerve encore.
Mais en fin de compte, je pense que voilà, ça peut montrer aussi à pas mal de gens qu'on peut être différent, et en étant différent, on peut quand même arriver à faire des choses bien, même si j'espère que je vais encore progresser et que voilà. Mais je pense que voilà, on peut être différent. C'est vrai qu'il y a plein d'autres joueurs qui ont été très forts jeunes à la Fédé, à la Ligue, et ainsi de suite, qui ont arrêté le tennis à 13, 14, 15 ans. Et je pense que le fait de ne pas avoir surchargé de jouer au tennis quand j'étais trop jeune, ça fait que maintenant, quand je rentre sur un cours, je suis grave motivé et je kiffe, quoi. Donc c'est surtout ça où je suis très très content, quoi. Pas surchargé, ça veut dire que tu t'entraînais moins, tu penses, que ceux à la Fédé ou quoi? T'avais un... Non, mais moi déjà, je faisais jusqu'à mes 12-13 ans, je faisais 3 sports déjà. Donc, tu faisais quoi? Je faisais ski, basket et tennis. Ok. En basket, j'avais beaucoup de chance parce que ma mère était presque pro de basket, donc j'avais un terrain de basket chez moi à mon ancienne maison, donc je jouais tout le temps, donc j'étais grave en avance sur les jeunes de mon âge. Au ski, j'allais au ski tous les week-ends à Isola, donc j'étais beaucoup en avance sur les jeunes de mon âge parce qu'on avait un ami à nous qui était champion de France et je skiais qu'avec lui, donc j'avais grave progressé. Et en fin de compte, le tennis, c'est là où j'étais le moins bon limite. Et quand j'ai dû choisir un sport à 13-14 ans, mes parents m'ont dit voilà, t'es moins bon là, si c'est ce que tu veux faire, c'est bien, parce que au pire tu pourras revenir aux autres, t'as 6 mois, 8 mois d'avance, quoi. Donc tu peux voir. Et en fin de compte, en fait, ça m'a grave plu et j'ai jamais voulu refaire les autres sports que je faisais avant. Mais c'est en partie grâce à ça que j'ai gardé de la fraîcheur. Je pense que je faisais 3 sports jusqu'à vachement tard. Et en fait, j'ai beaucoup progressé, même au niveau de l'adaptation et tout, parce que c'est des sports qui n'ont aucun rapport, en fait. Et donc je suis très très content d'avoir fait ces sports-là tard. Et demain, moi, s'il y a des parents qui écoutent ce que je dis, je pense que faire des sports sans vouloir être trop à fond, mais faire un autre sport dans la semaine, son gamin, ça peut te vider un peu la tête et continuer à garder la passion pour vraiment le sport que tu kiffes, quoi. Bon, même s'il n'y a pas 12 000 parents, j'aurai un jour des enfants et je garderai ce conseil précieusement en mémoire. Elliot, merci. Est-ce que ça te rendait pas dingue, toi, du coup, quand t'es arrivé sur les grands chelems juniors, de devoir investir l'argent de tes parents et de voir tous les jeunes un peu gâtés de la Fédé qui, eux, au final, n'ont pas forcément la valeur des choses à ce moment-là, tu vois? En vrai, non. En vrai, j'ai jamais été dans ce raisonnement-là. Moi, j'ai toujours été très, très heureux et très fier que mes parents puissent, grâce à leur travail, me payer ça. C'est vrai que mon père, voilà, même encore maintenant, il a plus de 50 ans, il travaille, mais du matin au soir, là, pour le Covid, il travaille de 8h à 18h du lundi au samedi, parce que voilà, c'est lui qui fait les analyses de sang à Nice, donc il bosse grave. Donc en fait, j'ai toujours eu cet exemple de lui qui a jamais râlé, qui a toujours essayé de se battre pour, entre guillemets, avoir ce qu'il méritait, tout simplement, parce que voilà, on sait tous que l'argent, ça tombe pas du ciel. Et je pense que avoir cette valeur-là dans la vie, c'est quelque chose d'incroyable. Et en fin de compte, grâce à mon père et grâce à l'investissement qu'il a pu faire dans le tennis, j'ai appris peut-être beaucoup plus que simplement avoir appris à jouer au tennis à un niveau professionnel. J'ai appris plein d'autres valeurs que peut-être j'aurais peut-être pas pu apprendre et savourer si ça avait été l'argent de quelqu'un d'autre, que ce soit de la Fédé ou d'un sponsor qui aurait mis beaucoup d'argent, quoi. Pour ton premier point ATP, tu as 16 ans. Est-ce que tu t'en souviens bien? Est-ce que tu peux... Non, tu as 17 ans, pardon. Est-ce que tu t'en souviens bien? Est-ce que tu peux nous le raconter? Est-ce que ça t'a procuré? Où c'était? Dans quelles conditions? Alors, je crois que c'était à Hammamet. J'ai joué un Argentin. Ouais. Et je crois que ça a fait 4-2 de tête. Je me rappelle plus exactement. Mais je crois que ça avait fait 6-4, 6-2. Et c'est vrai que franchement, c'était un des matchs où je me suis dit que j'avais le moins de chance de prendre un point ATP. Je jouais un mec qui était solide, un Argentin, qui perdait jamais trop en qualif, qui passait souvent un tour dans le tableau et tout. En fin de compte, je suis rentré sur ce match-là avec le plaisir, l'envie de jouer au tennis et de me dire que voilà, de toute façon, il fallait progresser pour arriver maintenant au niveau où je suis. Et là, j'ai le même raisonnement, il faut être dans la progression en permanence. Et en fin de compte, en ayant ce raisonnement-là, j'ai fait un super match et j'ai pris mon premier point ATP. Et donc, j'étais vachement fier. Donc, on va dire que j'ai eu une émotion un peu particulière à la fin du match, mais en fait, c'est plus dans l'état d'esprit où j'ai commencé le match que ça m'a marqué que plus l'émotion à la fin, quoi. Comment tu as vécu du coup cette première année sur les futurs jusqu'à celui que tu as remporté un an après en Tunisie? C'est vrai que c'était une année difficile. Je suis allé beaucoup en Tunisie parce que voilà, on a une partie de notre famille qui est là-bas, donc j'ai pu avoir quelques wildcards. C'est vrai que c'était une chance incroyable parce que en France, les tournois étaient tellement forts et les wildcards étaient donnés à des joueurs tellement plus forts que c'était compliqué de pouvoir en avoir. Je suis allé peut-être 10 ou 12 fois ou 15 fois là-bas la première année. J'avais encore le fait d'avoir peur un peu de partir loin, ainsi de suite, de devoir encore dépenser de l'argent en plus. Et donc, en fin de compte, le fait de partir pas trop loin, ça m'a rassuré. Donc le fait que ça me rassure aussi, ça me permet peut-être de relâcher, de dire voilà, je suis à 1h30 d'avion de Nice, donc je peux jouer à fond, j'ai pas de stress, ça coûte pas une blinde, faire des allers-retours et ainsi de suite.
Et donc voilà, j'ai beaucoup appris en allant là-bas. Les conditions n'étaient pas faciles, mais en fin de compte, aujourd'hui, je suis encore une fois reconnaissant d'être passé par cette étape-là, parce que voilà, au bout d'un an de futur, gagner son premier futur, je trouve que c'est une super progression. Et je souhaite à plein de jeunes qui jouent leur première année de futur, qui dans un an arriveront à en gagner un, parce que c'est quand même un accomplissement de gagner un futur, gagner un tournoi. Gagner un tournoi, même une catégorie inférieure, c'est des fois même plus dur que faire des bons résultats dans une catégorie du dessus. Moi, je me rends bien compte maintenant, gagner un challenger, à mes yeux, c'est même plus dur que de se qualifier en grand chelem, parce qu'il y a plus de matchs, il y a plus de difficultés. Donc, c'est vrai que j'étais très, très heureux à ce moment-là. Et en termes de niveau de jeu, tu t'es rapidement senti à armes égales, c'est-à-dire sortir des qualifs, faire tableau, passer un tour, 2 tours. Pour toi, c'était une progression constante, ou il y a un moment donné où tu t'es dit, putain, c'est chaud, le niveau est quand même bon? En fait, en futur, ce qui était un peu spécial, c'est qu'en fait, les futurs étaient très très forts à l'époque, et il y avait tu pouvais vite jouer des mecs 200 en futur. Donc, c'est vrai que ce qui était dur, en fait, ça dépendait vachement du tableau. Moi, j'étais plutôt d'avis d'être vraiment dans une logique de progression. J'avais pas trop le truc de dire, ouais, je dois gagner, c'est dur, machin. Non, j'étais à dire, ok, est-ce que aujourd'hui, en rentrant sur le court, t'as progressé, ou est-ce qu'aujourd'hui, en rentrant sur le court, t'as joué pour gagner, mais t'as pas progressé? Et en fait, c'est ce truc-là un peu qui m'anime. Et en gros, j'essaie au maximum de rentrer sur le court pour progresser. Quel que soit le tournoi, et en fin de compte, quand je gagnais mon premier futur en Tunisie, j'en ai gagné un deuxième pas longtemps après. Donc c'est vrai qu'en fin de compte, c'était dans cette logique-là de progression, et en fait, j'aurais presque pu en jouer un troisième, en gagner un troisième, parce qu'en fait, j'étais tellement dans une logique de progression que je jouais plus pour gagner, je jouais pour progresser tous les jours, et c'est ça qui m'a fait jouer mon meilleur tennis à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais nous partager ta pire galère sur ce circuit où les conditions sont parfois pas forcément évidentes, que ça soit en termes de transport, des trucs de 15 heures, ou des surfaces horribles, ou voilà. Est-ce que tu te souviens d'un truc en particulier? Ah ouais, il y a de toute façon, en termes de galère, il y a pas plus galère que ça. Ouais. Donc on va avec mon coach actuel, quand je t'ai joué mes premiers futurs, on se dit je vais faire le tournoi, le CNGT comment il s'appelle, le CNGT sur moquette, en décembre à Paris, je sais plus comment il s'appelle. Je joue CNGT là, très bien, je perds au premier tour, mais je joue pas trop mal et tout. Et donc en janvier, il y avait un junior sur moquette. On dit on va sur moquette, c'est un choix de prog pour prendre des points et tout. Et on arrive en Slovaquie ou en Slovénie, je sais plus quoi, il neigeait. Déjà pour prendre la voiture, on roulait à 5 km/h sur l'autoroute, alors que tout le monde roulait à fond. C'était vraiment dangereux, quoi. Et en fait, il y avait les 3 cours, une passerelle et l'hôtel. Donc déjà, tu pouvais pas sortir, rien faire, il faisait moins 20 degrés dehors, donc c'était injouable. C'était pas de la moquette, c'était du Taraflex. C'était gymnase. Et en gros, il y avait des vitres, mais en fait, il y avait des vitres où en fait, tu pouvais pas mettre 2 chaises pour voir le match. C'est-à-dire que mon coach ne pouvait pas voir le match, il pouvait pas, entre guillemets, m'encourager, rien. Donc en fait, ça, c'était vraiment une des pires expériences, parce que voilà, la bouffe était pas bonne, ça coûtait assez cher pour ce que c'était, le cours, c'était pas à la surface, il pouvait pas voir le match, tu pouvais pas sortir, faire un peu de physique, tu pouvais rien faire, quoi. Horrible. Donc voilà, ça, c'était quand même assez terrible. Tu disais un peu avant que mentalement, tu pétais pas mal de câbles. Est-ce que tu te souviens de ton plus gros pétage de câbles sur un cours? Ouais, il y en a eu beaucoup, faut pas se mentir. Le plus gros, je dirais que c'était c'était les 2 premiers tournois où Jean-Michel Pécry, mon coach actuel, est venu me coacher au Maroc. Je crois que j'ai cassé 5 raquettes en 2 matchs. J'étais à bout de nerfs sur tous les points, quoi. Je l'ai acheté à tous les points que je perdais. J'insultais tout le monde, c'était terrible. Et en fin de compte, à partir de ces 2 tournois-là, on a dit ok, grosso modo, il y a 2 solutions. Soit tu continues à faire ça et t'as aucune chance de progresser, soit tu acceptes de perdre l'habitude de jeter la raquette pour commencer, puis d'arrêter de dire des gros mots, puis ici, puis là, et après, quand tu arriveras à te maîtriser, tu pourras re-t'énerver sans que ça t'atteigne. Mais pour l'instant, il faut qu'on travaille là-dessus. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, ça a pris beaucoup de temps. Mais maintenant, c'est vrai que même des fois, quand je m'énerve et que les journalistes disent il s'énerve, il perd ses moyens et ainsi de suite, en vrai, c'est plus de l'habitude, mais ça m'atteint plus, quoi. Ça m'atteint plus. Quand je m'énerve, ça m'atteint plus. On a fait un épisode justement avec Jean-Philippe Vaillant, qui est prépa mental, qui a coaché pendant longtemps ton coach, Pécry, et qui lui a transmis du coup son savoir-faire d'un point de vue mental. Et Pécry te coach aussi bien d'un point de vue technique que sur son approche mentale, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, bien sûr. Alors, Jean-Mi, avec moi, on bosse le tennis, on bosse tout ce qu'il y a autour du tennis, mais on bosse surtout le mental intégré au tennis, et c'est surtout pour ça que j'ai progressé, parce que avec Jean-Philippe, j'avais des bonnes bases, je comprenais vraiment bien ce qui se passait, je comprenais comment me maîtriser et ainsi de suite. Mais c'est vrai que quand on a une raquette en main, qu'il y a un adversaire, un stress et ainsi de suite, c'est autre chose.
Et en fait, avec Jean-Mi, on a réussi à vraiment bien faire le lien entre ces deux mondes. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai beaucoup progressé au bout d'un moment, parce que j'ai réussi à bien comprendre sur le terrain ce que j'avais à faire pour pas m'énerver et en fin de compte être du mieux que je puisse pour faire tout ce qui est bon pour moi quand je suis sur le court et qui surtout ce qui me permet de progresser au jour le jour, quoi. Comment vous êtes rapproché avec Jean-Mi? Ouais, c'est facile. Moi, en fait, j'ai arrêté avec mon coach au bout d'un moment, qui était Laurent Orsini, parce que voilà, on avait beaucoup travaillé ensemble. C'est vrai qu'il avait entre guillemets épuisé un peu toute son énergie. Il m'avait tout apporté ce qu'il pouvait. Et c'est un peu pour ça qu'on a arrêté. On a gardé très très bonnes relations. Et donc j'ai dit à Jean-Phi, putain, je cherche un coach et tout. Il m'a dit, tiens, ça tombe bien. Il y a Jean-Michel qui a été 180 mondial, que j'ai coaché, qui est coach mental, qui est coach tennis, qui descend habiter à Antibes. Et donc ça s'est fait un peu comme ça, par hasard et chance. Et donc en fait, du jour au lendemain, j'ai été coaché par Jean-Mi. Et en fin de compte, voilà, ça fait maintenant quasiment 5 ans qu'on s'entraîne ensemble, avec une année de split parce que Jean-Mi en avait marre de moi. Et voilà. Et sinon, voilà, ça se passe très bien et c'est le top. Vous avez fait un break comme dans un couple et vous avez décidé de vous remettre ensemble? C'est ça. Bon. Et c'était les conditions pour vous remettre ensemble, c'était quoi? C'était que Jean-Mi voyageait moins qu'avant. C'est avant, il voyageait tout le temps quand il était avec moi. Maintenant, j'ai un jeune, voire 2 jeunes qui voyagent avec moi et qui m'apportent un peu cette fraîcheur que Jean-Mi a plus quand il est en tournoi parce qu'il a beaucoup de trucs à gérer. Et après, Jean-Mi, l'objectif, c'était vraiment d'être là au quotidien et de former un peu ces jeunes à ce que voilà, ils progressent et qu'ils puissent m'accompagner demain dans le futur, parce que Jean-Mi me dit, moi, demain, dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, peut-être j'aurai plus du tout envie de voyager. Je veux qu'il y ait des personnes avec qui j'ai confiance, qui te suivent et qui puissent garder la relation entre toi et moi, même si je suis pas forcément là physiquement présent, mais qui puissent garder cet état d'esprit avec toi. D'accord, donc c'est des jeunes coachs, ok. Ouais. Et c'est quoi? C'est une structure qui a été créée autour de... Oui, alors c'est vrai que c'est un peu du sur-mesure. C'est vrai que c'est pas une structure qui a été créée, on va dire, c'est moi un peu qui est fait petit à petit, tu vois. Et là maintenant, je me retrouve avec un jeune qui est entre guillemets indépendant, qui voyage 10-15 semaines avec moi. Ouais. Et un autre jeune qui est avec moi tous les jours, parce que je m'entraîne à Mouratoglou, qui est un coach de Mouratoglou, qui est jeune et qui est tous les jours avec moi à Mouratoglou, avec Jean-Mi, qui est mon sparring et un peu mon coach, avec Jean-Mi, donc il apprend à ses côtés et qui voyage le reste du temps avec moi quand il n'y a pas Jean-Mi ni l'autre personne. Donc c'est vrai que c'est un bon trio et en fin de compte, on communique super bien ensemble et on n'a même pas besoin de se parler parce qu'on a tellement d'expérience les uns les autres ensemble vis-à-vis entre guillemets de mon tennis et de moi, qu'en fait on n'a pas besoin réellement de communiquer vraiment tout le temps. On se comprend très rapidement. Donc c'est vrai que c'est ça qui était important, et surtout trouver quelqu'un qui est passionné. Moi j'aime vraiment les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, et pour moi la passion c'est le moteur. Si t'as pas de passion, tout évidemment ça s'éteint, donc quand elle s'éteint, t'as plus envie de jouer. Donc moi c'est quelqu'un qui, quand je suis pas bien, peut me transmettre sa passion encore plus, et quand je suis trop dans le foufou un peu, me dire attends calme-toi, là on kiffe, ok c'est bien, mais reste les pieds sur terre, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que c'était important d'avoir quelqu'un un peu de jeune en qui j'ai confiance, et c'est vrai que j'ai trouvé ces 2 jeunes là, et c'est vrai que c'est une chance incroyable. Quel regard tu portes sur le Elliott des débuts avec Jean-Mi, où tu pouvais fracasser 5 cadres en 2 matchs? Disons que je prends ça avec beaucoup de presque de tristesse, en fait, parce que je me disais que le Elliott d'avant, il devait être vraiment triste et il devait vraiment être mal à l'aise pour faire ça. Et que maintenant, en fait, j'ai enlevé un peu toute cette haine que j'avais à l'intérieur de moi contre mes parents, des fois quand ils sont sur le terrain, contre l'adversaire, contre ci, contre ça. Et maintenant, même quand je m'énerve contre X ou Y personne, c'est pas vraiment de la haine, c'est juste, voilà, à un moment donné, j'ai envie de dire un truc, je le dis, mais après ça glisse, quoi. Alors qu'avant, je rentrais dans une spirale infernale qui me mettait au fond du trou au fur et à mesure. Et c'est vrai que j'avais limite un peu de peine pour moi, parce que quand je me revois, quand je m'imagine dans cet âge, je me dis, mais attends, mais tes parents, ils devraient être très très tristes, mais en fin de compte, maintenant, c'est d'autant plus heureux que maintenant, voilà, ils viennent avec moi dans les grands chelems, ils voient que je m'énerve plus ou moins et que j'arrive à surpasser des obstacles qu'avant je me serais fait manger par l'obstacle. Et je pense que même aussi pour eux, c'est une fierté de passer d'un point A à un point B avec une progression qui est comme ça. Donc voilà, ils ont vécu des moments durs, mais je pense que dans les moments durs, ils m'ont accompagné et on arrive là où c'est un moment de plaisir. Donc en fait, j'ai un peu de tristesse, mais en même temps, je suis content d'avoir fait ce cheminement, quoi. C'est un peu, c'est courageux de ta part d'avoir fait appel à un prépa mental, parce qu'en France, ça reste encore un peu quelque chose de sous le tapis. On en parle pas trop, on sait pas trop où se positionner. Comment tu t'es rapproché, toi, d'un prépa mental, et concrètement, sur quoi t'as bossé?
Bah, disons que moi, le seul prépa mental que j'ai eu, en fait, j'ai fait de la sophrologie quand j'étais petit. Ouais. Mais ça, c'était pour le tennis, pour le ski, un peu pour tous les sports, en fait. C'était vraiment juste pour de la concentration et ainsi de suite. Et après, en fait, je suis allé vers Jean-Philippe, tout simplement parce que mon coach Laurent Orsini, que j'ai eu avant Jean-Michel, en fait, m'a donné son livre à lire, parce qu'il avait acheté son livre, parce qu'il coachait Alizé Cornet avant. Et donc, en fait, il trouvait pas de solution pour aider Alizé, et en lisant ce livre, il a trouvé des solutions. Et il m'a dit, bah, lis ce livre, et tu me diras. Et en fin de compte, après avoir lu ce livre, j'ai trouvé le numéro de Jean-Philippe, et je l'ai appelé, et ça s'est bien passé. Je suis allé à Paris faire des séances avec lui. Je me rappelle, la première fois que j'ai rencontré Jean-Michel, c'était le premier entraînement que je faisais avec Jean-Philippe en même temps. Okay. Et en fait, je jouais avec un joueur qui devait être un 6-0, moi j'étais 3-6 ou 2-6. Et en fait, on jouait, il y avait une bulle et en fait 2 cours dans une bulle, l'un derrière l'autre. Et Jean-Mi, je crois, il jouait avec Rodolphe Gilbert ou je sais pas qui. Et je joue et évidemment, je m'énerve un peu. Et Jean-Mi, il se retourne et Jean-Philippe lui avait demandé avant l'entraînement que si je m'énervais, il me gueulait dessus, tu vois. Et Jean-Mi, il m'a insulté pendant 5 minutes alors que je le connaissais pas. Juste parce que Jean-Philippe lui avait dit de me faire peur, tu vois. Okay. Belle entame. Ouais, c'est vrai qu'en fait, ça m'a vachement choqué au début. Et en plus, ce qui était dingue, c'est que Jean-Mi et Rodolphe, ils jouent encore moins 30 promos tous les deux. Et quand je les voyais jouer, je disais à Jean-Philippe, je dis, mais c'est qui eux? Ils sont nuls, ils sentent rien et tout. Et 5 minutes après, je m'énerve et ils m'insultent. Donc c'est vrai que c'était, entre guillemets, une histoire un peu folle. Et en fait, c'est vrai que c'est pour ça en fait, que j'ai tout de suite accroché avec Jean-Philippe, parce que moi, je croyais que c'était pas prémédité, que je me faisais insulter. Ouais. Donc tout de suite, je me suis calmé. Jean-Philippe me dit, regarde, attends, faut pas que tu fasses ça. T'as vu l'impact que ça a sur les gens. Même toi, ça te donne une mauvaise image de toi, et ainsi de suite. Et donc en fait, indirectement, on a travaillé sur plein de trucs. Et en fin de compte, on a trouvé le bon dosage pour arriver à être chui. Alors après, j'ai encore plein de trucs à travailler pour être performant. Mais entre guillemets, dans le bien-être et grâce à la prépa mentale, j'ai appris à être une meilleure personne, même en dehors du terrain. Et en fait, ça, pour moi, ça a vraiment pas de prix, en fait, simplement. Énorme. Le fameux livre dont tu parles, c'est Tennis, penser comme un champion. Exactement. Je mettrai le lien en description de l'épisode pour les personnes que ça peut intéresser. Et s'il y a des gens qui veulent lire un livre sur la préparation mentale qui est génial, que Jean-Mi, Jean-Philippe et tout, on a tous lu, qui est en anglais par contre, je crois, mais bon, c'est un super livre. Faudra redemander à Jean-Philippe, mais il s'appelle Timothy Galway ou un truc comme ça. Ouais. Voilà. C'est un super livre et en fait, on peut prendre une phrase isolée n'importe où dans le livre et c'est exceptionnel ce que le mec dit. Donc ça, c'est aussi un livre à lire et moi, j'ai lu que quelques extraits avant les matchs quand j'étais vraiment très nerveux et que Jean-Mi m'obligeait à le faire et franchement, je suis très heureux d'avoir fait ça. Parce que bon, de 1, j'ai progressé en anglais et de 2, j'ai appris beaucoup de choses sans forcément avoir une vision d'ensemble du livre, mais on prend chaque partie et en me les appropriant à moi-même, quoi. Bon, là où je t'ai grillé, Elliot, c'est que t'as pas écouté l'épisode que je t'ai envoyé. Non. Foiré. Mais en effet, Jean-Philippe parle de ce livre et voilà, je vous inviterai tout simplement à écouter l'épisode avec Jean-Philippe, qui est à mon avis un premier épisode parce qu'il y a tellement de choses à aborder d'un point de vue mental que c'est un puits sans fond. Ce que tu disais, c'est que tu as énormément bossé depuis quelques années, mais que c'est un boulot de tous les jours au final. Tu disais aussi avoir rejoint l'académie Mouratoglou. Est-ce que Patrick t'a apporté des choses de son côté? Disons qu'à Mouratoglou, il y a vraiment une très bonne équipe. Moi, c'est vrai que je me sens bien là-bas parce que voilà, c'est une unité. Ça paraît un peu bizarre, mais t'es un peu à l'américaine. Tout le monde est habillé pareil, la même couleur, c'est propre. Les gens, ils sont gentils. Le coach physique, il est pas en retard. C'est comme ça, c'est carré. Tu vois, moi, j'aime bien ce truc-là un peu allemand, un peu ricain, tu vois, avec beaucoup d'encouragement. Moi, j'aime bien ces trucs-là. Et c'est vrai que voilà, Patrick m'a apporté beaucoup de choses, mais sans forcément devoir me parler en fait. C'est vrai que Patrick, il a une énorme capacité avec sa carrure et avec ce qu'il dégage de donner vachement confiance aux joueurs pour qui il vient. Et moi, chaque match qu'il est venu me voir jouer, je me suis senti mais invincible quoi quand il était là. En Australie, deuxième tour quali, je perds 6-0 au deuxième set. Je me dis que le match il est dur, le mec joue grave et tout. Patrick il arrive, mais je me vois plus perdre quoi. Alors ok, je gagne 7-6 au troisième, mais il dégage quelque chose et c'est vrai que moi être à l'académie, ça me fait ressentir ce truc là. Comme Kerey qui est un des coachs de Tsitsipas aussi dégage ces choses là. Et c'est vrai qu'être autour de ces gens là en plus de mes coachs à moi, ça donne vraiment une super ambiance et surtout ça donne vraiment confiance. Et quand on a besoin de se confier, qu'on n'a pas vraiment envie de parler à son coach parce que voilà, on se dit qu'entre guillemets c'est pas son rôle, tu vois, de parler des trucs qui ont un peu rien à voir. Avoir quelqu'un qui est dans le tennis, qui te connaît et qui peut t'écouter, c'est toujours bien. Et moi c'est vrai que Patrick, des fois on prend le temps de prendre un café ensemble, on discute avec Kerey aussi, avec Julien Jean-Pierre qui fait partie de l'académie aussi.
Et en fin de compte, avoir une oreille attentive et entre guillemets avec un raisonnement différent à chaque fois, ça permet aussi d'avoir une vision globale de ce qui se passe et entre guillemets aussi de pouvoir se remettre en question sur certains petits points qu'on aurait peut-être pas pu ou pas vu ou pas senti avec son coach parce qu'on a des habitudes, on va dire. Yes. Ton coup le plus naturel, Elliot, c'est quoi? C'est lequel? Je dirais que c'est le service maintenant. Tu disais que c'était ton coup fort. T'as une moyenne de combien d'aces par match? Je sais pas trop. En fait, depuis peu, j'ai arrêté d'essayer de servir des aces. En fait, j'ai compris qu'au niveau avec la vitesse de jeu des cours, servir un ace c'était une prise de risque énorme. Et vu ma taille, il vaut mieux privilégier le pourcentage et la zone que vraiment le mettre un ace. Voilà. Après, c'est vrai qu'en Australie, j'ai pas mal servi. Je pense que je devais être entre 5 et 10 aces par match, qui est quand même pas mal. Après, voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est plus quant à la régularité de mon service sur l'année où j'ai vachement progressé que vraiment la qualité des nombres d'ace ou quoi que ce soit. Et concrètement, tu l'as bossé comme un dingue en enchaînant des sauts de balle ou t'as fait comment? Non, nous c'est vrai qu'on a une méthode un peu particulière de travailler. On est beaucoup sur les routines, sur avoir des cibles claires, sur entre guillemets être conscient de ce qu'on fait au moment où on le fait. Et si c'est moins clair, avoir entre guillemets la lucidité de dire que voilà, c'est pas un jugement, hein, c'est juste de dire voilà, là j'ai une cible moins claire, là j'ai une cible plus claire. Quand j'ai une cible claire, elle va dans la cible. Quand j'ai une cible pas claire, elle va pas dans la cible. C'est simple comme bonjour. Mais c'est vrai que c'est un travail mental qui est énorme et c'est un plus de la programmation mentale que vraiment, en fin de compte, du travail technique ou quoi que ce soit. Bien sûr, on a changé des petits trucs techniques comme tout le monde, mais ça n'a pas été la priorité. Et si tu es à 6-6 au tie-break du 3e, tu arrives à avoir une cible claire? Oui, maintenant j'arrive à avoir une cible claire, c'est l'objectif et normalement avec le travail que j'ai fait, quel que soit le moment dans un match, même si je n'ai pas une cible claire entre guillemets consciemment, inconsciemment j'en ai une parce que je l'ai tellement travaillé que mon corps, mon cerveau ne peut plus ne pas avoir de cible avant de servir. Donc c'est vrai que c'est un énorme step que j'essaie même de donner comme conseil aux gamins que je vois et ainsi de suite. Mais en fait, je me rends compte que c'est un travail d'années d'arriver à maîtriser ce truc-là à 200%, quoi. Du coup, je t'ai demandé ton coup le plus naturel. Le coup que tu as le plus fait évoluer dans ton jeu, c'est lequel? Je dirais que c'est le coup droit. Je dirais que c'est le coup droit. Pourquoi? Parce qu'avant, j'avais que une seule type de frappe en coup droit. Et maintenant, je suis capable de créer de la nuance dans mon coup droit et qu'avant, j'arrivais pas. Et disons qu'en fait, c'est là où j'ai fait le plus évoluer mon jeu. En revers, j'ai pas changé grand-chose. J'ai juste progressé physiquement, donc j'ai eu un meilleur revers. Mais en coup droit, c'est vrai que j'ai été capable de faire évoluer, surtout dans la manière dont je tapais mon coup. Et pas être dans un genre de rythme continu où le mec s'habitue, tu vois, capable de faire des changements de rythme tout en ayant entre guillemets la même impression en face. C'est-à-dire que le mec sait pas si je vais envoyer une latte à plat ou lifter ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est un travail qui m'a pris beaucoup de temps parce qu'il faut trouver des nuances et les nuances, on sait que c'est le plus dur à sentir en fin de compte parce que c'est très très fin. Et c'est là où je suis le plus heureux maintenant, on va dire, hein, c'est par rapport à la nuance de mon coup droit. Elliot Benchetrit, 50 nuances de coup droit, magnifique. Physiquement, tu te situes où? T'es un malade mental de la préparation physique? T'es un boucher ou au contraire, t'es assez light là-dessus? Non. Disons que je suis pas. En fait, moi, je suis pas light, mais j'estime que pour atteindre un haut niveau de performance, il faut faire des trucs qui nous font plaisir au bout d'un moment. Moi, c'est vrai que j'ai été pendant 8 ans avec Fred Descamps comme préparateur physique qui m'a donné le goût de l'effort, qui m'a donné le goût de viens, on se lève à 4h du matin, on va courir. Tu vois, des trucs comme ça, un peu militaire, quoi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, quand je me lève à 6h30 du matin naturellement ou 7h et que ma copine elle dort, franchement, 99% du temps, je me dis va courir une petite demi-heure, 40 minutes. Tu vois, ça paye pas de mine, mais ça plus ça, ça fait que en fin de compte, tu t'en rends pas compte, mais tu progresses. En fin de compte, moi, j'ai jamais réellement eu l'impression de bosser ultra dur physiquement jusqu'à entre guillemets la période foncière que j'ai fait à l'académie cette année, où j'ai même beaucoup plus travaillé sur ma souplesse, mes renforcements, plutôt que vraiment le fait d'être un boucher. Et en gros, pour moi, la préparation physique, ça se passe beaucoup sur le terrain. Voilà, on voit Rafa, il s'entraîne 4-5 heures par jour sur le terrain, il fait en sorte de pas se blesser, et voilà. Donc moi, je prends plutôt exemple sur Rafa pour ça. Parce que voilà, nous, ce qu'on joue, c'est on joue des matchs de tennis sur un court et on fait pas des intermittents sur un tapis sans balle, sans réflexe, sans contre-pied, sans trucs comme ça. Donc la préparation physique, ça a une place énorme, je pense, mais je pense que je suis encore très loin de mon niveau et je pense que en fin de compte, chaque joueur peut progresser physiquement parce que le corps en fait n'a pas de limite, il a de limite que ce qu'on se fixe nous. Et en fin de compte, je pense que je peux encore beaucoup progresser. C'est pour ça que j'ai encore une marge de progression énorme parce que mon tennis est assez en place. Mais pour pouvoir tenir ce que j'ai en place actuellement sur 2, 3, 4, 5, 6 heures de match, 2, 3, 4, 5, 6 jours de suite, faut que je progresse encore physiquement.
Et en fin de compte, c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Pour revenir au circuit, comment tu as fait la jointure entre les futurs et les tchals et qu'est-ce que tu as ressenti en basculant d'une catégorie à l'autre? Nous, avec Jean-Michel, on avait fait le choix que dès que j'étais aux alentours de 500, je jouais des tchals en qualif. Et donc, en fait, j'ai joué les deux très rapidement. En fait, absolument, j'ai gagné mes premiers futurs, j'ai vite joué les deux. Et à partir du moment où j'ai dit de jouer les deux, et ce qui s'est passé, c'est que je savais plus, j'étais en futur ou en tchal. Je jouais un match et en fin de compte, de plus en plus j'étais en tchal. En plus, je voyais que les conditions étaient meilleures, les hôtels étaient meilleurs, ça me donnait envie d'aller là. Et je me suis battu pour aller là. C'est comme en ce moment, à mon classement, on pourrait dire, ouais, pourquoi il joue des qualifs d'ATP, ça sert à rien. Si, c'est pour goûter à ce truc-là et pour me donner envie et la force de me battre pour aller là. Et en fin de compte, ça a toujours été notre raisonnement. Si tu rentres facilement dans un tchal, va jouer un ATP si tu rentres dans les qualifs d'un ATP. C'est ça le raisonnement. Tu sens clairement que ça te fait gagner en ambition de tout de suite te mettre un peu dans le dur sur des qualifs de Grand Prix et que ça c'est une bonne carotte, c'est un boost en termes de motivation. Comment tu bien sûr, c'est évident. De un, financièrement, il y a pas photo. Deuxièmement, les conditions n'ont pas photo. Et troisièmement, à partir du moment où tu te qualifies, tu as passé un tour, tu es dans un environnement avec les meilleurs joueurs du monde, il y a des top 10, il y a des top 20, tu vois comment ils bossent, tu vois comment ils sont, tu peux discuter avec eux, tu peux leur poser des questions, tu peux apprendre à être ami à certains d'entre eux, créer des relations, créer des liens humains avec des gens qui sont entre guillemets à un très très haut niveau de performance et qui peuvent t'inspirer. Moi, c'est vrai que j'ai tapé une fois la balle avec Stan avant Marseille. Franchement, à chaque fois que je rentre sur le court, je me dis mais il est monstrueux. Il faut devenir monstrueux comme lui. T'as pas le choix si tu veux être fort. T'as pas le choix. Donc et moi ce truc-là, ça me motive tous les jours. Et en fin de compte, être près de ces gens-là, ça me donne envie d'être près de ces gens-là, pas parce que je me suis qualifié, mais parce que demain, il y aura mon nom marqué au classement de 11e mondial et que Stein sera peut-être 10, tu vois. Et c'est ça mon objectif, tu vois, c'est d'avoir mon nom à côté du nom de ces gens-là et pas parce que tu es dans un tableau et que tu as une wildcard. Non, parce que tu l'as gagné, tu vois. Moi, à l'US, franchement, il y a plein de journalistes qui m'ont dit oui, tu as été stressé quand tu as vu que tu pouvais jouer Roger au deuxième tour, si tu jouais Tsumo et ainsi de suite. J'ai dit, mais vous savez, une ligne dans un tableau, c'est très loin. Alors que quand j'étais au dernier tour qualif, Roger, il y avait marqué qualifié à côté. Moi, je voyais mon nom à côté de Roger déjà. Et c'est pour ça que je me suis battu comme un rat. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu peut-être le step-up en plus qui m'a permis de gagner ce dernier tour qualif où j'étais mal embarqué au troisième et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est cette motivation-là qui me donne la flamme et qui me fait encore plus aimer ce que je fais, quoi. Et pourquoi tu dis que Stan c'est un monstre? Parce que Stan c'est un monstre. Là, on s'est entraîné 2h30. Moi quand je buvais, il faisait du panier. Il buvait 2 gouttes d'eau et on repartait. Donc c'est un monstre. C'est bon ça, la machine. Pour le faire dans l'ordre, donc tu nous as parlé de l'US, mais tiens d'ailleurs je vais commencer par ça. Tu dis que ton tournoi préféré c'est Wim, alors que 99,9% des Français, bon peut-être pas 99, mais ça reste Roland, en bon chauvin que nous sommes. Pourquoi Wimbledon du coup? Non, mais moi je suis dans l'honnêteté. C'est vrai qu'on va pas se mentir, je kiffe Roland, la terre c'est ma surface préférée, donc en toute logique je devrais aimer Roland. Oui, c'est vrai. Moi, ce que je parle avec le rêve d'un enfant de 10-12 ans que je suis encore en partie de moi, et mon rêve c'est Wimbledon. C'est mon rêve. Moi j'y suis allé quand j'avais 11-12 ans. J'ai été invité par Pauline Parmentier parce que mon coach la connaissait. J'ai vécu le plus beau jour de ma vie, une journée à Wimbledon avec mon père. C'était les premières journées, le cours ils sont beaux, c'est un truc de malade quoi. Donc c'est vrai que je garde cette image en tête et c'est pour ça que c'est Wimbledon. Après je préfère la terre et ainsi de suite. Moi franchement en fait je me dis pas je vais dans ce grand chelem là, j'aime moyen. Non, chaque grand chelem a son truc et moi j'essaie de profiter de chaque point positif de chaque grand chelem. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, quelles que soient un peu les conditions, quels que soient les trucs, je me remets dans mon état d'esprit, je suis en grand chelem. Ton goal c'est d'avoir ton nom à côté de Rafa ou de Roger dans le tableau, donc tu dois te qualifier, donc tu dois te battre contre tous les joueurs qui sont en qualif, qui sont les mêmes adversaires qu'en challenger en soi, mais c'est pas la même ambiance dans les vestiaires. Tu croises Tim, tu croises Zverev, tu croises des mecs comme ça, et eux ils te montrent bien que là t'es dans un truc qui est entre guillemets le summum que tu peux avoir en fin de compte, parce que eux ils sont présents, et moi je me bats en fait pour ça quoi. Je me bats pour ça, et tout simplement quoi. C'est le kiff d'une année quoi. Tu dis que chaque grand chelem a son truc. C'est quoi le truc de l'Australian? La sympathie des gens, l'espace et le confort de la ville et ainsi de suite. Je dirais que c'est plutôt ça. Le truc de Wim? L'histoire. Il y a pas photo. Voilà. Moi je suis passionné de voiture aussi. On a les boîtes automatiques maintenant.
Mais l'histoire, c'est la boîte méca et le frisson quand tu passes une vitesse avec une boîte méca, c'est une boîte méca, quoi. Donc c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Voilà, on a la boîte automatique la plus efficace du marché en Australie, mais où c'est fabuleux parce que c'est efficace. Mais on a la bonne vieille boîte méca un peu rugueuse qui te donne des frissons quand tu l'utilises. Bah c'est un peu Wim, quoi. Voilà. Si tu devais sortir une voiture de collection, ça serait laquelle? Oh, c'est impossible. Alors si je devais en acheter une, Ouais. No limite. Pas de budget limite, tu fonces, quoi. bah soit un 356 Speedster, soit une 300 SL, un truc dans ce style, quoi. Très bien. Je ne vois ni l'un ni l'autre. On mettra des photos. Le truc en plus de l'US. C'est que c'est New York, c'est les ricains, quoi. C'est les ricains, c'est New York. Tu te prends le bus le matin, t'es pas bien. Mais par contre, quand t'as fini ton match, moi je vais te dire une anecdote incroyable, hein. Les jours où je ne jouais pas à l'US, donc c'était un jour sur deux, je n'arrivais pas à dormir. C'est-à-dire qu'il y a une telle électricité dans cette ville, une telle vie, même la nuit, qu'à 5h30 du matin, j'étais réveillé. Je marchais 1h30 dans le quartier où on était, vers comment ça s'appelle, vers Manhattan, là. 1h30 tous les matins, j'appelais mes potes en France parce qu'il était 7-6 heures de plus. Et je leur dis, mais j'arrive pas à dormir. Il se passe un truc dans cette ville, franchement. Il se passe un truc. Et quand j'écoute la musique d'Alicia Keys, New York, à New York, moi, je peux pas m'empêcher d'avoir une émotion, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est les ricains, quoi. Et en plus, quand tu écoutes les paroles, ça a vraiment un sens. Et New York, c'est la ville des rêves de tout le monde, quoi. De tous les gens qui veulent avoir un truc de fou dans leur vie, bah, c'est New York. Et c'est là, New York, qu'il y a ce petit charme en plus, quoi. C'est bon, ça. T'es plus branché building que prairie, du coup? Non, pas spécialement. Moi, je suis branché une utilité, plutôt un endroit, une émotion. Et je cherche pas à avoir l'un plus l'autre. Voilà. Moi, mes grands-parents, ils habitent dans le Var. Il y a des vignes autour. Il y a personne. Je kiffe aller là-bas pour me reposer. Mais par contre, j'ai envie de faire du shopping avec ma copine et passer une semaine de vacances que je vais voir passer en une seconde. Bah, je vais à New York, quoi. Yes. Et le truc en plus à Roland? À Roland, voilà, c'est que moi, je suis français. On est en France. La bouffe, elle est incroyable. Le public, il est incroyable avec nous parce qu'on est français. On joue sur des cours incroyables. La terre battue, c'est ma surface préférée. Et c'est un tournoi qui restera historique. Rafa a gagné 12 fois ce tournoi. C'est-à-dire que Rafa a gagné 12 fois. Moi, ça me paraît dingue de dire ça. Ça me paraît dingue. Et l'histoire de Roland, c'est un peu ça aussi. C'est que Roland, bah voilà, c'est une histoire qui est ultra longue. Et le public, en fait, a toujours été là pour nous, les Français. Et il s'est passé tellement de trucs de fou à Roland. Je pense à Steph Robert qui a battu Roddick de mémoire. Je crois que c'était au Berdych. Même Nico Mahut l'année dernière qui se fait pousser, qui bat Cecchinato. Voilà, des trucs comme ça. Moi, j'aime Roland pour vivre des moments comme ça, quoi. Pour vivre des moments comme ça. Yes. Et bien justement, on y vient. T'es invité en 2018. Tu fais 4-7 contre mon fils, c'est pas dégueu. Comment tu l'avais vécu, cette invitation, le tirage au sort et la préparation du match? Tirage au sort, en fait, il y a eu une petite erreur sur le tableau quand je l'ai vu en live. En fait, je pensais que je jouais Dimitrov. J'étais vachement content de jouer Dimitrov, je sais pas pourquoi. Parce que je me suis dit, ouais, il a un revers à une main et tout. Bah, il est monstrueux, Dimitrov. Et je me suis dit, bah, il a un revers à une main. J'ai un plan, tu vois, j'ai un plan. 30 secondes après, je me rends compte, parce que Twitter annonce que je joue Gaël, il n'y a pas de plan, quoi. Tu vois. Donc c'est vrai que voilà, je suis rentré sur le court vraiment pour gagner. Parce que je sais que si je rentrais sur le court pour faire un score, j'allais me faire ouvrir. Ce qui s'est un peu passé sur les 3 derniers sets. Mais je suis rentré sur le court pour gagner. Et le truc le plus fou, c'est que quand j'ai gagné le premier, normalement, qu'est-ce que tu te dirais, toi, si tu gagnes le premier sur mon fils sur le Langlaine? Première fois que tu joues un grand chelem. Je me dirais, il reste 4 heures de jeu. Moi, je me suis dit, putain, c'est encore très long. Ouais. Et je pense que je me suis donné à fond, j'ai kiffé le moment. Voilà, avec Gaël, on a partagé un moment. Et je suis très heureux de l'avoir vécu. Ça m'a donné beaucoup d'expérience pour le Roland d'après, où j'ai su gérer beaucoup d'émotions qui étaient similaires à ce Roland-là, mais sans un peu flancher, quoi. Donc, alors attends, pour revenir à 2018, tu gagnes le premier et derrière, tu te fais un peu découper, c'est ça? En fait, c'était un peu bizarre parce qu'à chaque début de set, Gaël, il jouait un peu moins bien. J'avais des occasions, balles de break à tous les sets, les 3 d'après. Et à chaque fois, ça faisait 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Je recommençais à jouer 4-1, balle de 4-2, hop, 6-1. Et en fait, ça s'est un peu passé comme ça. Et je trouvais que le score reflétait pas trop le match. J'ai revu le match plein de fois, hein, mais ça reflétait pas trop le match et j'ai trouvé ça un peu dur, en fait. Donc, voilà, j'ai vécu un moment incroyable, mais en fin de compte, je suis vraiment, quand les gens m'ont dit ouais, c'est cool et tout, moi j'étais vraiment un peu triste parce que je pense que j'avais encore une petite carte à jouer en plus et j'ai pas pu vraiment exploiter à 5000% ce que j'aurais pu faire ce jour-là.
malgré voilà que c'était honorable, hein, mais avec moi-même, j'aurais aimé me voir faire plus. Voilà. Derrière, tu es sorti des qualifs à l'US, à Roland l'année d'après et à l'Australian début 2020. Est-ce que tu penses que tu n'as pas forcément eu de wildcard parce que tu n'as jamais été à... Bon, là, tu disais que tu avais une petite bourse de la Fédé, mais tu penses que tu n'as pas eu de wildcard parce que tu n'as pas forcément été dans le giron fédéral ou rien à voir? Non, moi je pense qu'il y a des gens qui ont mérité des wildcards à des moments et qu'ils les ont eu. Voilà, l'US, il y en a qu'une, l'Australie, il y en a qu'une, Roland, il y en a plusieurs. Mais bon, Roland, en fin de compte, moi j'avais envie de jouer les qualifs. J'avais envie de voir ce que c'était en fait. Et moi, je suis commencé mon rang en disant Elliot, ton objectif, c'est pas de te qualifier, c'est de faire qualifier 3e tour. C'était l'objectif, c'était mon objectif à moi. Et en fin de compte, j'étais qu'à un match d'y arriver. Alors j'étais un peu rôti parce que j'ai joué le double. Je pensais pas que j'allais aller aussi loin ensemble, donc j'ai joué le double et ainsi de suite. Mais en fin de compte, je suis très heureux du parcours et il y a aucun rapport avec la Fédé. Je pense que tout simplement, il y avait des gens qui méritaient plus à ce moment-là, qui ont fait leurs preuves en plus en ayant les wildcards, donc c'est d'autant mieux. Hein. Pour suivre la chronologie, derrière à l'US, tu sors des qualifs en sortant la tête de série 1 et tu perds au premier tour. Comment tu l'avais vécu ce premier US? Ben, c'était un truc de malade, c'est un truc de malade. Déjà, premier tour qualif, je suis pas loin de couler. Je suis à 2 points de perdre parce qu'en fait, je perds 1-7, 15-40. Contre Travaglia qui était 85e mondial, qui était en qualif, c'était un peu bizarre. Voilà. Bon, je savais avant le tournoi hein, que j'allais jouer un gros joueur au premier tour, je le sentais un peu. Ouais. Mais voilà. Mais en fin de compte, j'ai réussi à m'en sortir et en fin de compte, c'est toujours un peu pareil. L'événement en fait a pris le dessus sur ma fatigue un peu mentale et physique un peu de fin d'année parce que j'en chie un peu à ce moment-là et c'est vrai qu'en fin de compte j'ai réussi à trouver les ressources et malgré le premier tour où j'étais vraiment rôti en fin de compte pour moi me qualifier à ce moment-là c'était déjà une super perf. Franchement vu mon jeune âge j'ai réussi à me qualifier 3 fois en Grand Chelem sur 3 qualifs, je trouve ça vraiment génial. Après voilà, il y a beaucoup de gens qui ont cru après Roland que c'était de la chance de m'être qualifié, beaucoup de gens qui ont cru que c'était encore de la chance à l'US. Et bon, malheureusement, je pense que à l'Australie, j'ai prouvé, malgré que je jouais pas incroyable, que j'avais les ressources pour me qualifier 3 fois en Grand Chelem et que c'était pas de la chance, tout simplement, quoi. À Roland, justement, ouais, en 2019, tu gagnes ton premier match en tableau final de Grand Chelem contre Cameron Norrie. Est-ce que tu peux nous le faire vivre un peu? Comment ça s'est passé? C'était un truc de fou. En fait, je suis rentré sur le terrain. En fait, Cameron Norrie, je l'avais vu jouer à Nouméa une fois il y a 2 ou 3 ans quand il était genre 110. Et je sais pas, j'avais souvenir avec mon coach, on avait regardé, on a dit putain, mais lui, si tu le joues, tu vois, il joue très bien, mais que dans cette phase de jeu là. Dès que tu l'amènes comme ça, il a du mal, tu vois. Ouais. Et en fait, cette phase de jeu là, c'est la phase de jeu que j'ai exploitée pendant tout le match. Et sur terre, ça a encore mieux marché et j'ai fait un super match. Donc c'est vrai que voilà, quand tu rentres sur le terrain avec de la détermination et de l'envie, bah ça marche toujours mieux que si t'en as pas, quoi. Est-ce que c'est ton plus gros frisson sur un cours en termes d'ambiance? Non, je dirais quand même que j'essaie de faire tenir le téléphone, assez chaud. Non, c'est bon. Il est calé là. Faut pas que je te montre parce que c'est vraiment un truc du bled. Non, je dirais que mon plus gros frisson c'était le dernier tour qualif contre Enzo à Roland parce que voilà quoi, franco-français. On a tous les deux battu des gros mecs avant. On se joue, je perds 1-7. Il y a 4-2 au tie-break du second pour lui. C'est-à-dire que voilà quoi, c'est tendu. Les commentaires d'Eurosport à ce moment-là disent mais il fait que parler, il va jamais s'en sortir, il va perdre, c'est dommage. Et en fin de compte, j'ai su trouver l'audace d'y aller et en fin de compte j'ai gagné. Donc c'est vrai que c'était une émotion de dingue. Je me rappelle encore. J'ai fait un ace sur 2e au bout d'un moment et j'ai regardé un de mes meilleurs amis qui était là et franchement mon pote quand il m'a regardé, franchement on s'est regardé, on s'est dit mais c'est bon, je peux plus perdre, c'est plus possible quoi. Il y avait genre 2-1 ou 3-1 au 3e pour moi et on s'est regardé et c'est un ami d'enfance et il m'a regardé et on s'est dit mais c'est plus possible quoi. Et donc c'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui ont été là au bout d'un moment et en fin de compte ils m'ont fait me sentir un peu invincible on va dire et pour te dire c'est même lui qui est venu avec moi dans un tournoi ATP au bout d'un moment parce que mes coachs ils étaient pas là parce qu'ils avaient des trucs perso à régler. Et il est venu avec moi en Autriche, à Kitzbühel. Et pour te dire, à la fin du match, je perds au 2e tour qualif. Et il m'a serré dans les bras, il pleurait, quoi. C'est-à-dire qu'il a vécu le truc, il me dit, putain, mais t'as fait de ton mieux, putain, c'est dommage, putain, tu t'es battu et tout, c'était bien. Et ça, t'as pas eu de chance et tout, tu vois. Et en fin de compte, c'est des gens comme ça qui font des fois, bah, ça change un peu, ton expérience sur un match important. Tu peux te prendre leur énergie, tu vois, dans leur regard. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi j'aime tout le temps inviter beaucoup de monde quand je joue parce que voilà c'est une famille, c'est partager un moment et à Roland c'est vrai que les gens ils m'aiment pas trop parce qu'à chaque fois je leur dis bon j'ai le droit à combien de places, 12, bah voilà il m'en faut 15
Tu vois, je suis un peu comme ça, donc donc voilà. Mais c'est vrai que c'était la plus grosse émotion que j'ai eue sur un cours, je pense. Énorme. Jean-Philippe Vaillant, pour reparler rapidement de lui, dans son approche, dit que il est hyper important de s'engager, de vraiment aller chercher les points, d'aller provoquer. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses constamment? Comment tu gères ce genre d'émotion? Ah bah moi je suis devenu un peu un robot. Si je m'engage pas, en fait, je mérite pas de gagner le point. Ok. Donc grosso modo, il faut de l'engagement partout. Alors ça veut pas dire mettre que des lattes et jouer comme Soderling, qu'on se comprenne bien, mais ça veut dire mettre de l'investissement personnel sur chaque frappe. Et il s'avère que ça m'a permis de sauver plein de matchs où mon adversaire a arrêté de mettre de l'investissement et moi j'ai continué à en mettre. Et c'est ce qui a fait que ça a tourné. Donc en fin de compte, je peux pas le contredire, c'est la vérité. Au deuxième tour contre Lajovic, le Serbe, il s'est passé quoi? J'étais quand même bien entamé mentalement, physiquement, même peut-être plus mentalement que physiquement, parce que physiquement j'avais bien récupéré, mais mentalement j'étais un peu fatigué. J'ai joué le double la veille, c'était pas facile. Et c'est vrai qu'en fin de compte, j'étais tellement près de mon objectif que voilà, je me suis un peu tendu aussi sur le match. Mais c'est un joueur incroyable, avec des qualités tennistiques incroyables, et franchement il m'a énormément surpris pendant tout le match. Tu as le même classement aujourd'hui en simple et en double, tu as toujours joué autant l'un que l'autre, le simple et le double? En vrai le double, là, ça fait depuis les challengers, je joue beaucoup moins, mais oui, j'ai quand même pas mal joué parce que j'aimais ça, j'aimais faire des matchs, j'aimais surtout prendre la dimension du niveau. Quand je jouais un niveau dessus, si je pouvais jouer le double, c'était bien parce que je prenais la dimension des adversaires, du stress, des conditions de jeu et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai toujours essayé de jouer les deux parce que j'aime bien et qu'après aussi voilà, quand on a une passion, le tennis, moi je suis passionné de simple, double, triple, quadruple, on invente une règle, ce que tu veux, moi je joue quoi, ça me fait plaisir. C'est bon ça. Et Bourg-Guesric, ça raconte quoi? C'était un match stressant parce qu'on devait jouer sur un annexe, on se retrouve sur le 1 comme ça, j'ai pas tapé une fois dessus dans toute ma vie. J'étais grave stressé. Geoff, c'est là où il a gagné Roland Junior, donc il avait une petite émotion en rentrant sur le court. Donc c'était assez spécial, mais en fin de compte voilà, on a fait un double solide, voilà, on n'a pas bien commencé mais on a bien fini, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Après le double, voilà, ça joue tellement à peu de détails que voilà, peu de choses que tu peux rater une balle de ça, plus une LED, plus un noad, et voilà, bon là même s'il n'y avait pas le noad, mais c'était une belle expérience de vivre ça avec Geoff parce que voilà, on a vécu plein de trucs en double ensemble, que ce soit en Coupe d'Europe, à l'US et tout. Et vivre ça maintenant chez les pros, ça fait quand même passer un step, je trouve, et c'est vachement bien quoi, pour la confiance et pour le plaisir aussi. Il a eu une petite période de moins bien, justement, Geoff. Après, là, il avait l'air d'un peu revenir. Tu peux nous glisser un mot sur lui, sur ce que tu penses de son évolution? Je dirais que Geoff, en fait, je pense qu'il a été très fort, très jeune. Il a été tout le temps très fort. Et je sais pas si c'est à cause d'une pression interne à la Fédé ou si c'était une pression que lui s'est mis intérieurement. À chaque fois qu'on en discute, il n'arrive pas vraiment à l'exprimer. Mais c'est un truc qu'il a un peu au fond de lui. Et à des moments, je pense qu'il aurait pu avoir des wildcards dans des gros tournois qu'il n'a pas eu. Et ça aurait pu vraiment le faire passer des steps beaucoup plus vite parce qu'il avait la capacité de vite rentrer dans les 100. Peut-être s'il avait eu plus d'opportunités de jouer des grands tableaux et ainsi de suite, que ce soit en ATP ou que ce soit en Grand Chelem. Okay. On passe à l'Open d'Australie 2020. Tu sors à nouveau des qualifs, tu prends Sugita où tu nous disais avant, déjà Roland, j'étais un peu usé mentalement, physiquement. Et là, pareil, tu prends 3-7 au premier tour. Tu penses que physiquement, t'as quelques lacunes à ce moment-là ou tu gères mal peut-être la gestion de ton influx nerveux? L'Australie, c'est un peu spécial parce qu'en fait, on a joué 3 jours de suite à cause des feux et à cause de la pluie. Donc, on a joué jeudi, vendredi, samedi les qualifs. Et moi, j'ai rejoué le lundi ou le mardi, donc c'était vraiment short. Surtout que j'ai joué 7-5, 7-5 au premier tour contre Darcis, 3-7 sur Rusuvery, 3-7 sur Popko au dernier tour. Donc vraiment, physiquement, j'étais rôti. Et pour te donner une vision de mon état mental sur ce match-là, il faut regarder le match d'avant. Le match d'avant, je perds le premier et à 1-0 pour l'autre au deuxième, je dis à mon père qui est là, je dis prends les billets d'avion, on rentre ce soir. Donc pour te dire mon état mental à l'entame de mon match du premier tour tableau, au vu de où j'étais déjà à mon dernier tour qualif. C'est là où mentalement tu peux que progresser finalement, non? Bah oui, mais bon après voilà, il y a des joueurs qui peut-être se qualifieront jamais en Grand Chelem et ils vont dire oui, mais c'est déjà bien et tout. Oui, mais en fin de compte, moi je veux toujours progresser parce que voilà, demain peut-être j'aurai plus besoin de me qualifier en Grand Chelem et je serai capable pour aller loin dans un Grand Chelem, faire 2, 3, 4, 5 matchs de suite. Voilà, donc mais bon après c'est un truc de fou hein. Les qualifs de Grand Chelem, moi je saurais pas t'expliquer, mais c'est quelque chose, ça a rien à voir hein. Ça te prend un jus mais de dingue hein.
de dingue. Hein. Et sur les feux, justement, c'était difficile à gérer au niveau du souffle. Comment tu l'as vécu, toi? Non, moi, franchement, hein, il n'y a eu aucun match qui a été joué. Il n'y a aucun match qui a été joué dans des conditions très très dures. Aucun match. Ok, c'était un peu difficile et ainsi de suite. Après, si on prend par rapport à Shanghai, les particules et tout, c'était à peu près pareil. Donc, on n'a pas trop à se plaindre, je pense. Après, voilà, c'est sûr que c'est pas agréable. Moi aussi, j'avais mal aux poumons, c'était un peu spécial et tout. Mais je pense que si on jouait ne serait-ce que 2 ou 3 jours là-dedans, même si c'était pas facile physiquement, hein, mais bon, quand il fait 45, c'est pas facile non plus. Je pense qu'on n'avait pas de risque pour notre santé réellement. Après, voilà, si tu joues 150, 200 jours dans l'année dans ces conditions, oui, c'est risqué. Mais là, on jouait 3 jours dans l'année, c'était pas non plus un truc de fou. Donc moi, j'étais pas trop inquiet. C'est vrai que j'ai de la chance que mon père, il était là, il est médecin, donc il m'a rassuré, donc ça allait, quoi. Est-ce que tu peux nous toucher un mot de cette histoire de banane? Non, mais bon, comme je l'ai déjà dit beaucoup de fois, entre guillemets, avec la jeunesse, j'ai dit qui était la vérité. Hein. Oui, j'avais ci, j'avais ça. La vérité, si je veux, entre guillemets, progresser et apprendre des grands, j'ai juste à dire, voilà, je le referai plus. Parce que voilà, il faut pas faire ça, parce que voilà, c'est pas forcément bien, ça donne pas une belle image, même si à ce moment-là, j'en avais besoin. Mais il faut pas donner cette image-là de soi. À la rigueur, il vaut mieux que je prenne un ciseau dans mon sac et que j'ouvre les bananes en les coupant avec de moi-même, que je demande à quelqu'un de le faire, parce que voilà, ça peut être mal interprété, c'était pas l'objectif. C'est plutôt beau, n'empêche, d'avoir un nouveau sponsor grâce à ça. Ouais, c'est un truc. C'est des petites bouchées de bananes séchées. Que là, t'as juste à ouvrir un sachet zippé, du coup, t'es au top. Exactement, ouais, je suis au top. J'en ai deux, trois, je suis au top. J'ai une partie de mon contrat qui est encore aux États-Unis parce que ça peut pas passer la douane, mais sinon il m'en reste et c'est pas mal. C'est cool. C'est eux qui t'ont contacté suite à ça? Ouais, c'est eux qui m'ont contacté direct après ça, donc c'était bon esprit. Est-ce que tu aurais une anecdote vécue avec Roger, Rafa ou Djoko en dehors des cours? En dehors des cours, avec Roger, avant de jouer Lajovic. Non, mais alors je vais te raconter l'anecdote la plus incroyable que j'ai avec Roger. Et je pense que si il entend ce podcast un jour, dans 30 ans, il se rappellera de moi, c'est sûr. Il est une mémoire de plus. Roger m'a serré la main. Ouais. Tous les jours pendant les qualifs des 3 grands chelems où je me suis qualifié. Pause. Rien à dire. Il y a rien à dire, voilà, je l'ai pris, tac, c'est posé là, et c'est bon, on touche. Tu t'es coupé la main, t'as fait quelque chose? Non, là, j'ai pris le temps, tac, hop, ici, là, c'est bloqué, c'est que c'est là, hop, c'est bon, c'est posé. Mais parce que vous êtes entraînés ensemble, vous connaissez un peu? Non, pas du tout. C'est Stakowski qui joue en match par équipe avec moi qui me l'a présenté donc le premier jour des qualifs à Roland. Je te présente Rodge. Et voilà, non, il a pas ça. Il a dit, il nous présente le staff et tout, et il dit, this is Elliot Benchetrit, French guy, very nice. Donc il me dit, bonjour Elliot. Donc on discute 2 minutes. Et après, en fait, ça a été une routine un peu. Dès que je le vois en grand chelem, il faut que je lui serre au moins une fois la main pendant les qualifs pour que je me qualifie. Et Roger, la fois où j'étais au 3e set contre Suvory, que j'ai gagné 7-6 3e, je sors du cours et je le croise. Et il me dit, j'espère que tu as gagné. Je dis oui, et il me resserre la main, il me dit ok, tiens, je te resserre la main pour demain. Énorme. Les qualifications en grand chelem, financièrement, est-ce que ça te permet de souffler, d'être bien, d'être à l'aise, d'avoir une vision dégagée? Bah, disons que quand tu te qualifies à chaque fois, c'est pas pareil, parce qu'en fin de compte, c'est comme si tu étais dans le tableau. Donc moi, dans mon cas personnellement, oui, j'ai une chance incroyable parce que j'ai bien joué à ce moment-là. Après, voilà, les qualifs de grand chelem, même si tu fais 4 coiffeurs, c'est quand même 40 000 euros, moins les impôts, on va dire 28 000. 28 000 euros, c'est déjà un truc énorme pour nous au vu de ce qu'on gagne le reste de l'année. Donc oui, ça permet de souffler. Après, j'estime qu'en étant dans les 250 meilleurs joueurs au monde d'un sport comme le tennis, on mériterait de gagner un peu plus. Au niveau de tes sponsors, tu es avec Lacoste et Technifilm, de French House. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces 2 belles maisons? Bah, Lacoste, ça fait depuis bientôt 10 ans que j'ai les contrats avec eux. Donc c'est vrai que voilà, pour moi, c'est en fait, je me vois pas rentrer sur un cours habillé hautement qu'en Lacoste pour l'instant. Voilà, et Technifil, je changeais il y a pas longtemps. J'étais vraiment très très contre cette marque quand j'étais jeune, parce qu'il y avait tout le monde qui avait ça, c'était pas des bonnes raquettes et tout. Et là, c'est vrai que voilà, j'ai joué avec une raquette, j'ai essayé une raquette, j'ai kiffé grave, et donc je pense que maintenant voilà, ça va être très très dur de reprendre autre chose plus tard, parce que là, j'ai vraiment kiffé cette raquette et je me vois pas taper la balle avec autre chose que ma raquette maintenant. Donc voilà, c'est des super maisons, super réactifs, et surtout voilà, ça appartient à la même personne, donc c'est avoir un peu un team building comme ça, c'est vraiment cool quoi.
Les smokings, les chaussures en croco, tout ce qui va bien aussi avec? Ah, j'ai tout. J'ai tout de la tête aux pieds, là. Là, je suis de la tête aux pieds en Lacoste, là. Mais t'as des costumes aussi, par exemple? Ouais, ça, on peut en demander, hein. On peut en demander, hein. Si on a des événements et tout, on peut demander des costumes, on peut tout demander, ouais. Putain, la classe. C'est bon, Ouais. ça. Ouais. Très, très. Est-ce que tu penses, à un moment donné, dans ton évolution, avoir pris le boulard? Ah bah alors moi franchement, je vais te dire la vérité, hein, les gens ils le savent, mais moi je pense que pour être bon au tennis, il faut avoir le boulard au bout d'un moment. Ok. Alors chacun l'exprime comme il veut, mais dans le terme français, avoir le melon, oui il le faut. Moi je pense qu'en fait il faut surtout avoir beaucoup confiance en soi, et en fait la confiance en soi vue par des gens qui ont moins confiance en soi, ça s'appelle le boulard en fait. C'est juste une vision de quelqu'un qui a pas confiance, et quelqu'un qui a confiance, il a le boulard, ou il est arrogant, un des deux, voilà. Et moi je pense simplement que je suis peut-être arrogant ou que j'ai confiance, mais c'est par rapport à quelqu'un d'autre. Vis-à-vis de Roger, quand Roger il me croise, il va pas me dire lui il a le boulard. Roger il a tellement le boulard déjà, il a tellement confiance en lui qu'il va pas me regarder moi, tu vois. Donc c'est surtout vis-à-vis d'un point de vue en fait. Donc moi je dirais que oui je l'ai, mais je pense que en théorie tous les grands joueurs ils ont en partie d'eux cette confiance là qu'on appelle le boulard entre guillemets. Ou l'ego bien ou mal placé. L'ego, la confiance, ce que tu veux. Comment tu gères ton tel sur les tournois pour éviter les tournois, les entraînements? Est-ce que tu as des règles pour éviter de trop te disperser? Non, j'ai pas de règles. Après, en fait, en général, quand je suis avec ma famille, j'utilise pas le tel. Et après, j'essaie de répondre aux gens, mais j'essaie d'être assez détaché de ça. Je mets des trucs, mais voilà, j'essaie de rester dans le cadre de professionnel, et je me dis que voilà, à partir d'une certaine heure, c'est plus mon boulot de faire que des réseaux sociaux toute la journée, comme j'en fais déjà. J'ai pas besoin à 23 heures de faire des trucs, quoi. Tu penses que tu passes combien de temps sur Instagram par jour? Je sais pas, 3 heures par jour peut-être. Putain, c'est énorme. Ah ouais. Non, tu mais rigoles parce pas. qu'après, le problème, c'est que c'est du combiné. Quand je dis 3 heures par jour, c'est que je fais 15 minutes le matin. Après, quand tu vas aux toilettes, tu regardes des vidéos des gens, genre Corentin qui chante. Après, tu prends un autre truc, tu vois. Je pense que je dois être je crois que en moyenne, sur mon utilisation, je suis un peu moins en ce moment. Je dois être à 2h10 2h10 par jour en ce moment. Ok, on arrive aux questions de fin, Elliot. On touche Ok. le bon bout. Si tu veux faire une bonne blague, tu peux dire on touche le bambou la prochaine fois. Ok, je pars. Bonne journée. À plus. Ciao. Salut. Quel est, Elliot, l'échec qui t'a le plus appris jusqu'à aujourd'hui? Je dirais le match contre Gaël. La leçon numéro 1 que t'en tires? C'est que qui que ce soit en face, quel que soit le niveau, quel que soit le classement, quel que soit le moment, tu dois toujours être à fond et au maximum de ce que tu peux faire au moment où tu le fais. Voilà. Ton plus bel accomplissement jusqu'à aujourd'hui? Avoir gagné un match à Roland contre un joueur qui est bien classé. Sur 10, tu mettrais quelle note à la question suivante? À quel point le tennis rend fou? 30 sur 10. Excellente réponse. Qu'est-ce qui te rend heureux, Elliot? Profiter des gens que j'aime, prendre du temps avec la nature, faire des choses un peu différentes, et surtout jouer au tennis, et surtout maintenant encore plus me donner à fond quand je suis sur un court. Concrètement, qu'est-ce que tu essayes de faire pour être une meilleure personne? D'arrêter de klaxonner les gens au feu rouge, et essayer d'être en fait le plus tolérant possible avec les gens, parce que chacun a son expérience, chacun a vécu ce qu'il a vécu, et en fait on n'est personne pour juger les autres. Donc essayer d'être vachement tolérant et dans l'acceptation que chaque personne est différente. L'expérience la plus incroyable de ta vie? Monter en buggy avec mon pote pilote de Formule 2. C'était où? Ouais. C'est dans le sud, c'est un pote à moi qui est pilote de Formule 2, il a un buggy, et franchement j'ai jamais eu des sensations aussi exceptionnelles tout en étant sur la route. Le mec était monstrueux. Ça a été c'est le plus jeune champion du monde de karting, il est monstrueux, quoi. Ouais. Comment est-ce que tu gères le fait d'être en couple sur le circuit? Bien. Moi, je suis en couple depuis 7 ans, bientôt en août. De toute façon, sur le circuit des mecs, il y a quasiment que des mecs. Et ma copine, dans les gros tournois ou quoi, elle m'accompagne très souvent. Donc voilà. Tu la régales en Lacoste un peu, ta copine? Non, ouais, un peu de temps en temps dans les grands chelems. Elle aime prendre 2-3 trucs. Mais ma copine, elle est pas dans le fait de profiter de ce que moi j'ai pour avoir. Elle est dans le fait de se construire elle-même. Donc quand je lui propose, elle dit oui, mais elle est pas là à demander de elle-même. Putain, belle gosse. Le plat que tu cuisines le mieux, Elliot? Je dirais cookies caramel beurre salé depuis hier. C'est récent. À vérifier. Est-ce que tu es du genre à bouquiner un peu? Et si oui, un livre qui a marqué ta vie? Pas de balle. Zéro. Zéro pointé. Je bouquine jamais.
Donc tu fais genre avoir lu les livres de Jean-Philippe Vaillant, mais c'est du fou. Non, ceux-là, je les ai lus plusieurs fois, mais par contre, je bouquine. En fait, je lis aucun truc. Je lis aucun truc sinon. Je suis plus auditif et visuel que du genre sur des vidéos, parce que je regroupe plus d'informations que de lire uniquement. Donc tu pourras écouter ce podcast quand il sera sorti. Et si tu devais citer un seul film référence, ça serait lequel? La vérité, si je mens 2. La vérité. Pourquoi pas le 1? Parce que le 2, il est meilleur. C'est le meilleur, le 2. Le concert le plus ouf auquel tu es assisté? Je suis allé qu'à un seul concert dans ma vie, donc. Laurie en 2009. Non, Joy Jonathan à l'Olympia. Elle est mignonne, ça passe. Non, c'était la cousine la cousine d'un de mes meilleurs amis, donc c'est tout. Mais sinon, j'aime pas les concerts, j'aime pas le monde en fait en général. J'aime pas être pris dans le monde. Est-ce que tu pratiques la méditation? Ouais, ça m'arrive. À quel moment de la journée et comment? Soit dans la douche en général, quand je suis tranquille, ou soit quand je ressens le besoin. J'ai pas de truc fixe. Je fais aux sensations. Quelle a été la plus grosse période de doute de ta vie? Quand j'ai cassé mes 5 raquettes en 2 matchs et que mon père a dit que j'arrêterais le tennis après. Quels seraient les mots que tu adresserais au toi de cette époque-là qui était un peu perdu peut-être? Je dirais franchement, t'as pas à te mettre dans cet état-là. La vie, elle est tellement belle, t'as tellement de chance que profite de chaque moment et profite d'avoir des parents qui puissent t'aider, qui t'aiment pour atteindre ton objectif. Est-ce qu'il y a une citation que t'aimes bien? Ouais, qui ne tente rien n'a rien. Je vais te demander de faire preuve d'une extrême concentration. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir ici sur ce podcast à qui tu pourrais donner le relais et nous aider à avoir? Je vais dire Arthur Cazot. Arthur Cazot, on l'a déjà eu. Pas facile, hein? Pas facile, hein. Vous avez fait Maxime Amou? Pas encore. Vous avez qu'à faire Maxime Amou, je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Bon, cool. Merci d'avoir pris le temps, merci d'avoir joué le jeu. Et puis, prends soin de toi et à bientôt. Ouais, merci à toi, merci. Salut Elliot, ciao ciao. Ciao. Yes, je te décerne avec honneur le badge de légende pour dévorer nos épisodes jusqu'au bout. Merci Bench de t'être prêté à l'exercice. On te souhaite évidemment le meilleur en simple, mais aussi en équipe en Coupe Davis. Enfin, sauf si tu joues la France. Et au JO, bien entendu. Viens nous dire ce que tu as pensé de l'épisode avec 5 étoiles et en laissant un avis sur Apple Podcast. C'est la plateforme qui nous permet le plus de nous faire connaître dans cet océan des podcasts remplis de requins menaçants. Chaque avis compte, tu nous rends un grand service en sortant ta plus belle plume, alors merci à toi. Un big merci d'ailleurs à Martin qui nous dit « Au top, joueur de tennis en home office, vous m'accompagnez tous les midis lors de ma balade. Au début, quand j'ai vu la durée des épisodes, j'ai un peu hésité et en fait pas du tout. On a envie que l'épisode continue encore, tellement les discussions sont intéressantes, des histoires incroyables, beaucoup de partage. Un grand bravo Max pour la qualité de tes interviews. En attendant d'un nouvel épisode, j'ai écouté un podcast avec Kylian Jornet. L'intervieweur commence en disant « Kylian, je te laisse te présenter ». C'est pas les présentations de Max. Allez là, ça fait vraiment super plaisir. Merci Martin, tu régales. Si tu veux muscler ton mental et jouer plus relâché sur le court, récupère 7 secrets de préparateurs mentaux gratuitement, c'est en premier lien en description. Et si tu veux savoir ce que la stat dit de ton jeu, on a enregistré 4 clés avec Fabs Barreau, qui bosse depuis 2 ans avec le coach de Daniil Medvedev. Pareil, c'est gratuit et c'est le deuxième lien. Envoie ton épisode préféré à 2 potes fans de tennis ou de sport en général, tu leur feras passer un bon moment et le bouche à oreille nous aide sincèrement. Enfin, on a un questionnaire en ligne pour mieux comprendre ce qui vous ferait plaisir. Il prend 5 minutes à remplir et ce temps nous aide considérablement, alors merci par avance. Voilà, belle semaine à toutes et tous les légendes et merci pour les bonnes ondes que l'on reçoit, ça fait chaud au cœur. À mardi prochain, prenez soin de vous. Ciao.